Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, beaucoup de films d'action, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale pour parler non pas d'une seule saga, mais de plusieurs. Ça faisait déjà un bout de temps que j'avais envie de parler des fins de franchises d'action au cinéma et de la mort, littérale ou non, de leurs héros. Bah oui, il y a que James Bond qui est éternel. Et encore. Mais alors, comment conclure une histoire qui captive les spectateurs? Inspiré par Final Reckoning, qui m'a globalement laissé assez mitigé, j'ai décidé de rassembler mes pensées et de me pencher sur la fin de plusieurs sagas que j'aime particulièrement. Et vous verrez qu'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. En plus, pas mal de héros du grand écran nous ont présenté leurs adieux récemment. Si certaines sagas comme Kingsman ont explosé en vol et que d'autres comme The Raid nous ont laissé sur notre faim, il y en a quand même un sacré paquet qui nous ont récemment offert des adieux en bonne et due forme. En 12 ans, on peut compter John McClane, le dernier 007 en date, Monsieur Wick et Monsieur Hunt, qui ont tous tiré leur révérence. Bon, je sais, vous pouvez facilement trouver l'intrus dans cette liste, mais je compte quand même la fin de No Time to Die comme un adieu en soi. Enfin, je veux dire, quand le personnage est littéralement 6 pieds sous terre, on peut parler de fin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce final n'a pas du tout plu à la plupart des fans de la saga, moi comprise. Du coup, il m'a amené, déjà en 2021, à me poser la question suivante. Pourquoi est-ce si difficile de conclure une saga d'action? Et par extension, qu'est-ce qui fait une bonne conclusion? Eh bien, pour en parler, j'ai limité la vidéo à quelques franchises, sinon il y en avait pour 3 heures. Oui, la liste est totalement arbitraire, mais toutes les sagas comportaient au moins 4 films et ont eu le temps de bien introduire leurs héros. Vous allez le voir, autant créer un personnage iconique, ça n'a rien de facile, autant lui dire adieu non plus. Mais avant que vous ne quittiez la vidéo pour aller déverser votre rage dans les commentaires, autant lâcher tout de suite la bombe polémique. Je considère que la seule fin vraiment réussie de toute la liste, c'est celle de John Wick 4. J'en ai déjà un peu parlé lors de ma rétrospective, mais j'aime beaucoup le film. Oui, il a des défauts, mais je trouve qu'il offre une conclusion en apothéose à une saga qui n'était pas si facile à finir. Parce que John Wick se concentre énormément sur le tueur éponyme. Donc il s'agissait de lui offrir une fin à la fois resserrée, mais en même temps avec quand même de beaux enjeux. Alors certes, le 4e métrage a des longueurs et un scénario un poil forcé par moments, mais on tient clairement selon moi la meilleure conclusion des 4 sagas. Du coup, on y retourne, c'est l'heure de John Wick 4, pourquoi c'est bien? Et bah d'abord parce que John il meurt à la fin. Jack sur une planche. Enfin, si Jack s'était battu en duel contre une organisation secrète d'assassins, ça aurait rendu Titanic beaucoup plus cool. Notre Baba Yaga finit enterré près de sa bien-aimée femme Hélène et Winston, son allié de toujours, visite sa tombe. Globalement, cette fin me satisfait, parce qu'elle répond aux enjeux de la saga. Depuis le premier film, John est aux prises avec les plus hautes instances de son monde d'assassin et il gravit marche par marche leur rang pour arriver au sommet. Dans le sang, la sueur et surtout le sang. Depuis le début, les règles sont claires et on sait que la seule façon pour John de s'en sortir libre, c'est probablement les pieds en avant. Malgré ses attentes importantes, la fin donc arrive à poser des enjeux plus grands à la mesure d'une conclusion, qui va toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus... Non, mauvais choix de mots. En 4 films, on est quand même passé de bye bye le petit chien à bye bye le continental. Mais ce changement de magnitude, il ne paraît pas forcé pour autant, parce qu'en 4 films, on a eu le temps d'explorer l'univers et de gravir les échelons de la haute table avec John. En parlant de John d'ailleurs, la fin est dans la droite ligne de son personnage. Oui, parce que la conclusion d'une saga, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour les surprises. Mieux vaut une fin d'arc narratif logique plutôt qu'un retournement abrupt qui risque de paraître forcé. En l'occurrence, John Wick a toujours cherché sa liberté, et quelque part, il était prêt dès le premier film à rejoindre sa femme pour l'obtenir. Il avait quitté le monde des assassins pour elle, a été forcé d'y retourner après sa mort, mais il était très clair dès le début que le combat était trop inégal et ne finirait pas en sa faveur. Du coup, cette scène finale, avec un John mort mais enfin libre et en paix, elle a un petit goût doux amer, sobre et silencieux, qui la rend parfaite pour lui. Et puis, si cette fin me plaît, c'est aussi parce qu'elle ose être définitive. Enfin, pour le moment. L'annonce de John Wick 5 m'ayant un poil stressé. À moins d'un crossover avec SOS Fantôme, pourquoi gâcher une conclusion qui ose mettre un point final à sa saga? C'est dommage, on va en reparler, mais c'est pas le cas de toutes, et son courage est louable. D'ailleurs, la mort de John est d'autant plus appréciable qu'elle conclut non seulement la saga, mais aussi le film correctement. Et ça, c'est mon dernier critère. Si on établit que le marquis est la fine fleur de la haute table, il faut assumer. Je ne suis pas une très grande fan du personnage, mais la séquence de son duel avec John Wick et les combats qui la précèdent et qui amochent bien notre assassin préféré rendent son trépas très crédible. Bref, cette fin remplit quand même pas mal de critères pour une conclusion réussie.
Alors, tuer son héros dans d'atroces souffrances serait-il la meilleure façon de s'en débarrasser? La réponse est oui si vous êtes Agatha Christie et que vous en avez marre des détectives belges, mais non si vous êtes scénariste de films d'action. Parce que oui, c'est un cas un peu particulier, il est en quelque sorte mort intérieurement depuis le début de la franchise. Mais dans la plupart des autres cas, dessouder son héros, c'est pas une bonne idée. Oui, je vais reparler de No Time to Die ici. Mais c'est pas de ma faute si le film me hante. Et puis, d'ici à ce que James Bond fasse Villeneuve, j'ai le temps de gamberger dessus. Alors, évacuons directement le sujet, James Bond et la mort, c'était pas une bonne équation. Mourir sous les bombes, c'est pas une fin qui correspond au personnage de Bond. D'abord parce que contrairement à John Wick, la quête de 007 n'a jamais été une affaire personnelle. James Bond, c'est avant tout un espion qui enchaîne les missions. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas subi des traumatismes ou été marqué personnellement par certains événements. Mais perdre de vue que James Bond est 007, c'est perdre de vue le principe de la saga. Et selon moi, elle est là la plus grosse erreur de l'ère Daniel Craig. Vouloir tellement se concentrer sur Bond en tant que personne et sur des enjeux plus sombres qu'on en oublie le numéro complémentaire. Du coup, la fin semble totalement absurde quand on la met en perspective au regard de la franchise. Surtout que, contrairement à John Wick 4, No Time to Die n'arrive même pas à créer des enjeux suffisamment crédibles pour qu'on se dise que la fin pourrait être logique au sein du film. J'ai fait une vidéo de 20 minutes sur les raisons pour lesquelles Safin est un antagoniste bien foiré que je vous encourage à aller voir. Mais si je devais résumer mon propos en une ligne, le bad guy incarné par Rami Malek n'est pas suffisamment puissant pour qu'on comprenne pourquoi Bond perd face à lui. Rien ne justifie un tel échec. Bond, même en version Craig, a déjà vaincu largement pire que cette ceinture noire de pyjama. En plus, Safin n'est même pas assez intéressant pour qu'on ait envie d'y croire. Et puis, contrairement à John Wick 4, là, il y a même pas de spectre d'une vraie organisation derrière, Résultat, la victoire du méchant, elle semble sortie de nulle part et totalement frustrante. C'est probablement l'une des victoires de méchant qui m'a le plus irrité de par sa stupidité. C'est presque comme si Bond s'était fait descendre par un random homme de main lors d'une séquence d'action. Alors certes, c'est plus réaliste, mais est-ce plus satisfaisant d'un point de vue scénaristique ? Pas sûr. Bon, au moins je peux pas me plaindre qu'il n'y ait pas de vraie fin à l'ère Craig. Mais elle n'est pas adaptée. Au risque de défoncer des portes ouvertes à coups de grenade, il n'y a pas une seule bonne façon de conclure une franchise. Alors, a-t-on toujours besoin d'une fin définitive ? Et bah dans le cas de James Bond, typiquement, je ne pense pas. Et visiblement, la plupart des fans non plus. Parce qu'à force de trop vouloir faire ce qui n'a pas été fait et imprimer sa marque sur la saga, on en flingue la chronologie et l'esprit. Au moins, je suppose que Daniel Craig a tenté quelque chose et qu'on ne pourra pas lui enlever, contrairement au masque de Safin, le fantôme de la saga. Bon, cela dit, c'est pas forcément un problème pour James Bond parce qu'il est plus éternel qu'un diamant, mais la plupart des autres franchises doivent nécessairement se finir quelque part. Et en général, on attend un bouquet final, une apothéose ou une fin en grande pompe. Sauf quand on annonce la fin d'une ère pour finalement dire que non, peut-être pas, ou on va voir. Oui, Final Reckoning, c'est encore toi que je regarde, avec ta fin à condition générale dans la limite des Ethan disponibles, et du nombre de billets vendus. Ça reste un solide film d'action, mais Mission Impossible 8 m'a déçu, et il n'a pas été aidé par cette fin qui m'a laissé sur ma faim. Après nous avoir vendu la der des der, l'ennemi ultime d'Ethan et potentiellement la retraite d'un héros, eh bien au bout de 3 jours d'efforts acharnés, après avoir perdu une bonne partie de ses camarades et pris en compte son âge de plus en plus avancé, Ethan repart tranquillou. Ah, c'est mardi, il s'agirait de finir la semaine. Alors, petit disclaimer, sur ma chaîne, on milite pour l'équipe, je ne sais pas si la mort d'Ethan Hunt était nécessaire, mais en tout cas elle aurait eu plus de sens que celle de James Bond. Une équipe avec moins de membres que de mots dans son nom. De fait, je pense qu'un sacrifice d'Ethan n'aurait pas été totalement déconnant, surtout qu'il s'est engagé dès le premier film à se mettre en danger pour son équipe et pour le bien commun. Contrairement à Bond, le personnage incarné par Tom Cruise porte sa saga au cinéma et a toujours eu à cœur de se sacrifier. Bon, surtout dans les derniers films, pour être honnête, parce que dans les premiers, il avait un léger côté tête à claque à la 00. Mais fini les années 2000, la coupe au bol et les défauts, maintenant on part carrément sur une métaphore christique. Du coup, tant qu'à faire, Ethan aurait pu monter au ciel au lieu d'en descendre suite à une chute d'avion. C'est vrai, ça aurait été une fin assez sombre, mais le film l'est aussi. Et puis, on aurait eu des adieux touchants aux personnages et un passage de relais entre les générations d'espions un peu moins violent qu'à la génération précédente. Bon, même si Tom Cruise et le réal Christopher McQuarrie expliquaient en interview qu'il s'agissait du dernier tour de piste de l'espion impossible, j'avais du mal à croire que le film se terminerait sur son trépas. Premièrement parce qu'on ne peut pas dire que le dernier acte de No Time to Die ait été bien reçu, et que ça a peut-être refroidi les ardeurs d'hardis scénaristes, et deuxièmement parce que même si la franchise Mission Impossible s'est assombrie, ou a essayé, elle reste plein d'espoir et d'ondes positives.
Non, honnêtement, je m'attendais plutôt à voir Ethan qui part à la retraite et qui passe symboliquement le flambeau à ses coéquipiers. Pourquoi pas dirigé par Benji. D'ailleurs, on perçoit une amorce de ce changement dans le film, puisqu'on voit bien que Benji a été promu chef de l'IMF. Pense à renégocier ton salaire, Benji, Ethan t'exploite. Mais visiblement, ça devait être un poste en CDD, puisqu'Ethan reprend sa place à la fin du film. Désolé. Résultat, c'est une fin un pas en avant, un pas en arrière, à l'image de pas mal de choses dans les 2 derniers volets. Oui, si No Time to Die sentait la frustration, Mission Impossible 8 a pour moi un arrière-goût d'entourloupe. Le film et surtout sa campagne promo nous ont fait le coup du plus gros challenge jamais rencontré, de la mission ultime. Enfin, je veux dire, c'est dans le titre, hein. Mais il faut croire que la destination n'était pas finale, puisque notre héros repart comme si de rien n'était. Et ça, c'est dommage. Je veux dire, Mission Impossible, ça représente un cheminement intérieur pour Ethan. Il aurait été juste de lui accorder une retraite bien méritée. Interrogé à ce sujet en interview, McQuarrie a dit « Oui, mais Ethan, il voudra sauver le monde jusqu'à son dernier jour. » Je comprends, mais c'est trop idéaliste d'oublier son âge, surtout qu'il est mentionné dans les 2 derniers films. Non, voir Ethan repartir encore les mains dans les poches, ça réduit un poil la sensation d'ampleur et de solennité qui aurait dû accompagner la fin de cette franchise et de cette mission. Ça va, c'était pas trop dur, il était plus amoché après Fallout. Je ne sais pas exactement pourquoi ils n'ont pas pris une décision un peu plus risquée, surtout que Cruise a dit qu'il avait envie d'explorer d'autres projets, donc les messages auraient pu s'autodétruire pour de bon. Bon, cela dit, je gueule. Mais enfin, je devrais m'estimer heureuse, parce que pour finir en beauté, je vous ai concocté une fin qui n'a aucune qualité, mais qui rassemble tous les défauts. Non, là, y a pas besoin de vous creuser la tête à chercher du bon, hein, ça va aller super vite. Il y a autant de points positifs à cette fin que de cheveux sur la tête de notre Bruce Willis international. Vous l'aurez compris, Die Hard 5, c'est un petit peu l'ambulance à une roue sur laquelle j'aime taper. Une suite de trop qui suit une suite de trop et qui tombe dans tous les clichés de l'action débile des années 2010. Au compteur, on a des méchants russes à l'accent ridicule, un scénario niveau sous-sol, un Bruce Willis déjà plus très en forme et un personnage de fils pseudo-rebelle tellement insipide que vous allez regretter Indiana Jones 4. Et ça me fait d'autant plus de peine que Die Hard est une de mes sagas chouchoutes, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais on oublie trop à quel point le premier film a redéfini les codes de l'action à son époque, en offrant quelque chose de vraiment différent des blockbusters bourrins des 80s. Un petit peu comme John Wick 30 ans plus tard d'ailleurs. Die Hard nous proposait une intrigue resserrée, portée par un héros charismatique, avec un méchant iconique au très bon goût en matière de mode masculine, sans débauche de scènes improbables, mais avec un ton bien particulier. Piège de Cristal laissait le temps à la tension de se mettre en place. Et comme le 5 fait tout le contraire, je pense pas vraiment avoir besoin de m'étendre sur pourquoi les cases incarnent l'esprit de la franchise et respectent son héros ne sont pas cochées. Ici, John McClane est devenu le sauveur de l'humanité, un énième héros d'action sans aucune particularité. Rendez-moi mon flic en caleçon à la gueule de bois, il me manque. D'ailleurs, maintenant Die Hard, c'est même plus aux États-Unis, hein, donc exit les pièges de cristal et bonjour les banales bombes à base d'uranium. Le final est du même niveau, si vous ne l'avez pas vu, sachez que vous avez raté un hélicoptère attaché à un camion. Et non, je me suis pas trompée dans le script. L'apothéose avec en prime un déluge d'effets spéciaux dégueulasses, et vous l'aurez compris, ce dernier acte est aussi oubliable que le film en lui-même. Votre rétine va s'en souvenir, mais pour le reste, on repassera. Ah, et puis bien évidemment, hein, tout va bien pour les héros père et fils qui s'en sortent sans une égratignure avec une petite réunion familiale à la sortie d'un avion. Donc en termes de non-fin, on fait difficilement mieux. On vient de sauver le monde, mais on va plutôt aller chercher une petite blanquette en famille. Sans l'ex-femme de John, parce qu'il faudrait pas trop respecter l'original non plus. Seule bonne nouvelle dans tout ça, McClane ne passe pas officiellement la main à son crétin de fils. Habituellement, j'aurais râlé en disant « À quoi sert le film alors ?» Mais je préfère en rester là. Hein. T'as vu ce que tu me fais faire, Die Hard 5 ? Bref, un joli constat d'échec qui concentre à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire en insultant John McClane, Die Hard et les codes de sa propre saga. Vous savez, comme l'a dit un jour un grand philosophe, ou Ratatouille, il est facile de critiquer les défauts d'une œuvre, mais lorsqu'il s'agit de lister ses qualités ou de la mettre en avant, eh bien c'est plus compliqué. Dire adieu à un héros, c'est presque aussi difficile que de créer sa légende à l'écran. Il faut une fin qui conclut à la fois un film, une saga et l'arc narratif d'un personnage. Rien que ça. Et je pense effectivement que de toute la liste, si incomplète soit-elle, celle de John Wick incarne le mieux l'esprit de la franchise. Cette fin, on la voyait venir, mais elle ne nous déçoit pas pour autant. Pour Mission Impossible et le dernier 007 en date, je vais être positive. Côté IMF, ça a le mérite de ne pas être trop déprimante, et pour Bond, on dira qu'on va se rattraper avec la suite. Je suis d'humeur indulgente aujourd'hui. Cette vidéo est un peu différente de d'habitude, mais j'aimerais bien savoir quelles sont vos fins de saga préférées. N'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez aimé ou pas l'une des fins dont j'ai parlé, dites-moi pourquoi aussi.
Ah, et puis comme toujours, hein, likez, partagez et abonnez-vous, sinon je vous force à regarder Die Hard 5 en boucle. Ceci n'est pas un exercice. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, avec peut-être des actus de James Bond, hein, qui sait. Jusque là, portez-vous bien et bon grillage de neurones.